bonsoir Jean. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Bon. Bon. Un podcast quoi. Un bon podcast qu'on vous classicos, propose. C'est quoi, c'est l'épisode 13? C'est l'épisode 13. Incroyable, ça va à une vitesse. C'est fou, hein. Les jours passent comme des voitures. Des voitures, exactement. Incroyable. Et aujourd'hui on reçoit Alexandra, bonjour. Salut. Bonsoir. Ah oui, elle t'a pranké sans qu'on lui dise rien. Putain, je me suis fait avoir. Non mais moi je suis content, tout le monde dit bonsoir, ça me va. Ouais, mais t'as dit bonjour. Ouais, c'est vrai, bon, je sais pas. Ça va, t'es contente d'être là Alexandra? Ouais, super. Ouais, tu lui as fait un peu peur, mais c'est pas grave. Putain, non mais j'ai la connerie, on enregistre cet après-midi, mais après une session de matin, du coup je suis un petit peu fatigué, mais ça va. On te reçoit aujourd'hui pour une thèse en ergonomie, Oui. c'est ça? Dont C'est le ça. titre est Activité humaine et performance transversale, le cas de la préparation des traitements en radiothérapie externe. Oui, Oh. tout à Il fait. y a plein de choses à définir, je suis content. T'es en première année juste déjà? Non, je suis en deuxième année bien entamée. Deuxième année bien entamée. Ok. Ce qui veut dire à peu près 1 an et 6 mois et quelques... Ouais. C'est Ouais. ça. Une année bien entamée. Une année bien entamée. Et une thèse en ergonomie, on est plus sur des sciences naturelles ou sur des sciences humaines et sociales? du Humaine coup et sociale. Humaines et sociales. Ouais. Ok. J'adore, on reçoit plein de gens. Mais ouais, moi je m'attendais Les pas sociales. du tout, tu vois, je pensais qu'on aurait vachement de thésards en sciences naturelles. Sciences naturelles. Et au final, on a plein de... Mais c'est cool. Mais en plus, là, ça parle de radiothérapie externe, donc ça pourrait faire penser à de la science naturelle, justement. Oui. Et non, pas du tout. Ça consiste en quoi, l'ergonomie, déjà, avant de parler de ton sujet Ah de ouais, de thèse? ouf. Alors, l'ergonomie, c'est s'intéresser à l'activité de travail. Et donc, on va aller regarder comment les gens travaillent et essayer d'apporter des solutions à d'éventuels problèmes. Et donc, on peut retrouver l'ergonomie donc, beaucoup dans le monde du travail, mais aussi sur des adaptations de bâtiments, donc tout ce qui est accessibilité pour faciliter le passage des gens, le travail de ceux qui y sont, etc. Moi, l'ergonomie, ça me fait de suite penser à... on avait reçu un mail donc à l'université pour un kiné qui allait passer, en gros, dans les labos et regarder un peu notre position au travail, quoi. C'est ça, en fait? Alors, disons qu'il y a une certaine façon de décrire l'ergonomie. Il y a différents courants, en fait. Et c'est vrai que ça se rapproche pas mal là, de l'ergonomie plus anglo-saxonne, où on va être sur... on va regarder comment est l'homme, comment est son travail, et comment on peut adapter un peu l'homme au travail. Et nous, on est un peu en France sur la version à l'envers, quoi. Où on va essayer d'adapter le travail à l'homme au maximum. Ok, pour que ce soit plus facile ou plus rapide? Ou c'est juste une autre Ça façon de voir? peut être pour beaucoup de choses. Ça peut être sur une étude de poste de travail, comme tu me disais là, regarder un peu les postures. Peut-être qu'il y a certaines choses qui sont améliorables d'un point de vue de la santé. Mais l'idée, c'est aussi d'aller toucher à la performance de l'entreprise. Donc, c'est pour le confort des salariés et pour le confort de l'entreprise aussi. Il y a une question de rentabilité aussi, peut-être. Ouais. Oui, et puis arriver dans une entreprise et dire en fait tout ce que je vais vous apporter c'est du bien-être au travail, ça marche pas. le directeur il va dire c'est cool mais ça me rapporte quoi. Ouais. Et donc c'est aussi difficile d'intervenir juste sur ce pan-là, et quand on allie la performance et le bien-être au travail, là ça commence à être vraiment intéressant aussi. Tu peux pas juste expliquer en disant si votre employé se sent mieux, il sera plus performant, c'est pas que ça. Ah ouais, ça marche pas très bien ça. Ok. Enfin, ça Et- marchait marche pas dans assez. les années 30, au bout d'un moment, ils ont compris la douille. Ouais. Mais de plus en plus, mine de rien, on est de plus en plus sur des entreprises qui prennent en compte la santé des salariés, parce qu'ils se rendent compte que s'ils ont 30 employés sur 50 qui sont en arrêt maladie, C'est qu'il y a un l'entreprise souci. elle tourne plus, quoi. Donc C'est il faut faire quelque quelque chose. part, Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de boîtes aujourd'hui qui font attention quand même à leurs salariés qu'avant. Oui. Il y a toujours des soucis, hein, mais il y en a quand même moins qu'avant. Quand même. Enfin, je sais pas, toi, t'en penses quoi? Ah, ça a évolué, hein, clairement. Ouais. Les mentalités ont évolué, ouais. Déjà, il y a des doctorants en ergonomie, donc... Ouais, déjà. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est une discipline jeune aussi, donc ça avance petit à petit, ouais. Bah, c'est précurseur, c'est vachement bien. Ouais, c'est bien, ouais. Mais après, du coup, faut essayer de déconstruire aussi les préjugés qu'ont les gens sur l'ergonomie, et montrer qu'on peut apporter plus que juste un fauteuil Ouais, voilà, dit c'est ça. ergonomique. Et du coup, je déteste ce mot-là les parce fauteuils que scandinaves, là. ouais, en fait, ça dépend de chacun. Ça dépend déjà de la morphologie de la personne, de sa manière d'être. Et d'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de bonne posture. La bonne posture, c'est le mouvement, en fait. Et
Et j'ai perdu le fil de mon Ouais, c'est pas idée. Et oui, donc en gros, on va agir aussi surtout beaucoup sur l'organisation de l'entreprise en général. Ouais, moi, c'est ce que j'avais retenu quand tu nous expliquais ce que tu faisais, c'était que c'était pas seulement, parce que moi, comme je disais, et du coup, ça doit te faire grincer des dents un peu, pour moi, c'était vraiment la position, tu vois, le mouvement, tout ça. Et en fait, tu nous parlais vraiment, toi aussi, plus d'organisation d'une entreprise ou d'un lieu pour justement gérer des problèmes en amont. Oui, c'est ça. Et puis trouver le vrai problème, en fait. Peut-être que à ce moment-là, on voit que la personne, elle est dans une certaine posture, entre guillemets, elle est contrainte parce que son espèce lui permet pas de faire ce qui est demandé dans l'environnement qu'elle a. Et bien, du coup, on peut aller voir aussi au niveau de l'organisation qu'est-ce qu'on lui demande exactement, qu'est-ce qu'on met comme moyen et est-ce qu'on peut pas améliorer ces moyens-là. Et peut-être que le problème, il vient aussi de la demande client en amont, parce qu'on fait trop entrer de demandes et du coup, après, les gens, ils courent partout. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais du coup, une belle définition de l'ergonomie. Je pense qu'on a déjà un petit peu commencé à empiéter ton sujet de thèse. Vas-y, je te laisse. Ouais, moi du coup, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu entends par performance transversale du coup ? Alors en fait, c'est qu'avant, on était plus dans un modèle descendant, avec, je sais pas, le patron en dessous, une autre personne, puis en dessous une autre personne. Et donc du coup, on va essayer de communiquer de façon verticale plutôt. Ouais. Et donc, on voit cette performance en mode je fais descendre de l'info et eux, ils me font remonter d'autres choses. Et donc l'action se fait en bas, on va dire. Donc, c'est plutôt du vertical. Et là, on est sur, surtout en radiothérapie externe, et on retrouve ça dans d'autres métiers, enfin, dans d'autres domaines. On a des différents professionnels, en fait, qui travaillent ensemble sur un même niveau. L'égalité, ouais. Et c'est grâce au travail de ces différentes personnes qui ont des métiers différents, qu'on va arriver à une performance. Là, délivrer un soin sûr et efficace, ça dépend de plein de métiers. Et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, qui est en dessous de l'autre, entre guillemets. Ils sont vraiment tous au même niveau et ils sont tous autant dépendants les uns des autres aussi. Ok, ouais, donc c'est ça la transversalité un peu de ce... Enfin, c'est pas une définition très... c'est la mienne, c'est comme si... Enfin, je l'ai interprété comme ça en tout cas, mais... non, mais c'est assez clair du coup. Un système un peu horizontal du coup, justement, comme tu disais, voilà, c'est tout le monde au même niveau, tout le monde les mêmes demandes et besoins. Ça vient du fait qu'ils sont forcément tous dans la même entreprise ou justement pas... Parce que moi, quand tu parles de verticalité, moi j'ai l'impression vraiment que c'est vraiment ce truc de genre c'est chacun dans la même entreprise et il y a le patron et puis tout ça, et puis toi c'est plus genre plusieurs équipes. Ouais, c'est là en radiothérapie externe, on est sur une même équipe composée de différents métiers. Mais on pourrait se dire que, je sais pas, le service de radiothérapie, il travaille aussi avec le service de chimiothérapie. Et donc, on est sur une autre forme de transversalité, puisqu'on a deux équipes. Et de plus en plus, on a ça avec des entreprises même qui travaillent ensemble. Ok, je vois. Mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est la radiothérapie externe? Et surtout, la radiothérapie externe. C'est un traitement contre le cancer. D'accord. Et en fait, on a la radiothérapie interne qui consiste à mettre la source radioactive à l'intérieur du corps du patient. Et la radiothérapie externe, c'est la source, elle est à l'extérieur du corps. Et en fait, là, typiquement, on a un appareil qui va envoyer des rayons avec des rayons ionisants et ils vont viser la tumeur. Et donc, les technologies là, les plus poussées, elles envoient plein de rayons avec une intensité... alors après, c'est le médecin qui décide à quel point ça va être fort, etc. Ça dépend de la tumeur et plein de choses. Et pour protéger les organes sains autour, ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent en fait ce rayon au lieu d'en faire un seul hyper fort qui va passer, je sais pas, par le poumon et qui va abîmer le poumon parce que la tumeur est derrière. Il va tourner tout autour pour avoir des rayons de plus faible incidence et pour protéger au maximum le poumon. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est très clair. C'est très clair. Non, mais ouais, en fait, c'est ça. Tu cherches du coup. Enfin, est-ce que ton travail consiste à travailler sur cette machine-là, justement, à chercher l'adaptation, ou c'est des machines que toi tu utilises directement? Non, ok. Non, pas moi. Mais c'est une des composantes majeures du métier. Et donc, c'est à prendre en compte dans mes analyses quand je vais regarder comment ces différents métiers. En fait, on va chercher en ergonomie les déterminants de l'activité de travail. Et donc, dans ces déterminants, il y a des déterminants humains. Je sais pas, l'âge, la formation, le sexe, etc. Et il y a des déterminants plutôt organisationnels de l'entreprise, où là, on va trouver les différents moyens, les techniques, les machines, et donc là, ça rentrera plutôt là-dedans.
et voir après quels effets ils ont en passant par l'activité de travail, quels effets ils ont sur l'homme et sur l'entreprise. Mais du coup, toi, tu vas intervenir à quel moment? Alors, la demande qui m'a été faite, elle vient de l'IRSN, donc c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et donc, ils ont une équipe d'unité, c'est une équipe, je mélange les deux mots, c'est une unité d'expertise médicale. Donc, c'est donc un groupe d'experts qui va sur le terrain. Et ils ont remarqué des manques de fluidité dans le process de préparation du traitement. Et donc, ils ont remarqué que ça avait des impacts sur le travail des personnes et donc potentiellement sur la sécurité des patients, qui est un enjeu majeur pour l'IRSN, qui fait donc très attention à ces questions de sûreté nucléaire. Et donc, il m'a été demandé d'aller voir ce qu'il en était de ces manques de fluidité, quels sont les réels impacts, en fait, et comment on peut améliorer le process. Donc, en fait, je vais m'intéresser surtout à l'avant-traitement, mais là, je suis en train de me rendre compte que ce qu'on appelle préparation, c'est peut-être pas forcément que ce qu'il y a avant, parce que des fois, le traitement commence et on doit arrêter le traitement parce que la tumeur a bougé. Donc, il faut refaire la préparation très, très vite. Donc, on revient sur un schéma de préparation qui n'était pas forcément visible si on prend le process classique, en fait. Et donc là, pour l'instant, j'ai fait 1 an et demi de thèse et j'arrive à un stade où, dans la demande qui était initiale, qui paraissait simple, s'intéresser à la préparation du traitement, c'est pas là qu'il y a le problème. On sait toujours pas où ça commence et où ça termine, la préparation, parce que tout le monde dit quelque chose de différent. Et c'est là aussi où toi, tu dois intervenir. Si tout le monde dit quelque chose de différent, c'est qu'il y a un problème. Et moi, je suis ravie. Ah bah oui, c'est génial. Ça te fait du taf, super. quoi. C'est super. Et puis, en fait, on a différents métiers qui sont très spécifiques. Par exemple, on a des médecins, radiothérapeutes, oncologues qui vont s'occuper des consultations et de mettre en place la prescription. Derrière, on a des manipulateurs en électroradiologie médicale qui vont s'occuper de faire un scanner. Donc, c'est une image très précise du patient sur une table de traitement. Et sur cette image-là, derrière, les dosimétristes, ils vont pouvoir calculer la dose qui va être envoyée par la machine en se basant sur la prescription du médecin. Et le médecin, pour que les dosimétristes ils envoient bien au bon endroit, ils vont contourer avec, comme si on prenait sur Paint une image et qu'on faisait le contour d'un dessin. Mais ils vont contourer tous les organes, ceux qui sont cibles et ceux qu'il faut éviter au maximum d'irradier. Oui. Et mis bout à bout, tout ça, ça permet de savoir, de connaître le plan de traitement et de dire OK, on y va. Et après, de commencer ce fameux traitement. Et en fait, le temps de préparation est extrêmement long. Alors, ça peut varier en fonction des localisations de la tumeur, en fonction du grade, etc. Et donc, on peut aller d'un workflow, ils appellent ça, parce que c'est la durée de la préparation. Il peut être en 24 heures pour des grosses urgences, mais il peut durer jusqu'à 21 jours. Par exemple, ça, typiquement, la préparation d'un cancer du sein, ça prend 21 jours. Parce que non, c'est pas hyper urgent non plus, et il y a une forte demande aussi, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est tous ces métiers-là que tu viens de citer qui sont justement cette chaîne un peu transversale que tu as définie tout à l'heure. Okay. C'est ça. Et donc il faut voir comment ils arrivent à se coordonner, parce que ils ont une forte activité, ils ont une grosse pression temporelle, et de la part de l'Institut et de la part des patients, parce qu'on se dit, bon là, il y a un enjeu de vie derrière, donc on a envie de faire en sorte que ces personnes soient traitées aussi rapidement pour qu'elles puissent être guéries plus vite. Mais on n'a pas envie de faire d'erreur, parce que si on fait une erreur derrière le patient, il peut avoir des gros soucis de santé. Et j'ai perdu encore. Mais moi, ça fait juste, je vais te lancer sur un autre truc, c'est que ça fait un peu... c'est pas grave. C'est que ça fait un peu écho justement à la thèse qu'avait fait Julie, qu'on a interviewé, sur comprendre... Transformer, comprendre, tout ça. C'est que c'est tous des experts qui travaillent ensemble, c'est ça? Donc, si je te suis bien, en plus, ils sont donc, du coup transversales, donc ils ont chacun leurs compétences qui se complètent l'une aux autres. Ouais. Et ils peuvent des fois ne pas se comprendre, non? Ouais. Et c'est ça. Et c'est là qu'il faut faire attention, et c'est aussi là qu'on peut apporter des choses en tant qu'ergonome, parce qu'on va aller voir un peu tout le monde. On va essayer de comprendre vraiment fondamentalement de quoi la personne a besoin au moment où elle travaille. Qu'est-ce qui lui permet, là, typiquement, de rendre ça fluide ou non? Qu'est-ce qui bloque? Et des fois, on se rend compte qu'il y a des professionnels qui ont une connaissance très poussée du professionnel d'après, pour X raisons. Et donc, il va réaliser son activité de travail d'une certaine manière pour faciliter derrière le travail de l'autre. Mais celui qui ne connaît pas,
qui sait pas que ça c'est intéressant à mettre pour le professionnel d'après, bah, il le fera pas. Et celui d'après peut se dire ouais mais lui il est bien, lui il est moins bien. Et parce qu'ils n'ont pas le temps forcément d'en parler entre eux, parce qu'ils sont dans le rush tout le temps. Ah ouais. Donc on peut aider à ce niveau-là aussi. En radiothérapie externe, du coup, le problème principal là en ce moment, tu as dit qu'ils faisaient appel à toi dans un souci de fluidité. Ouais. Mais quel est le problème en fait Alors quand on demande ce que c'est, parce que déjà la fluidité, moi c'est un mot que j'aime pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. T'aimes pas trop tous les mots. Ouais, en fait, j'ai pas choisi. C'est pas moi qui a écrit le sujet. Hein, donc j'ai répondu à un peu une appel d'offres. Donc forcément, on arrive avec des choses qui sont déjà posées. Je suis pas hyper à l'aise parce que déjà, ce sont des experts qui ont choisi ce terme, donc ça leur parle à eux. Mais moi, dans ma discipline, c'est pas forcément un mot qui est hyper utilisé et qui rappelle beaucoup le monde de l'industrie, du travail à la chaîne. Et donc, je suis pas forcément hyper à l'aise. Et puis, on sait jamais trop ce qu'on met derrière. Et effectivement, quand j'ai demandé ce qui avait été mis derrière, on n'a pas trop su me répondre. Et en gros, c'était les aléas, une panne de machine, un patient qui vient pas. Mais je me rends compte que ça va bien au-delà de ça. Par exemple, un patient qui est réirradié parce que on a une population qui, mine de rien, est de plus en plus traitée pour le cancer, qui vit longtemps. Donc, potentiellement, on peut être traité plusieurs fois pour le cancer dans sa vie. Et donc, il ne faut pas réirradier les mêmes zones. Enfin, il faut faire super attention quand il y a déjà eu une irradiation. Et donc, on a besoin de cet ancien dossier pour retrouver les traces des précédentes irradiations. Et là, typiquement, il y a une étape où ça peut bloquer parce que on lance le début de préparation du traitement en se disant on va récupérer les infos au fur et à mesure et au moins c'est lancé, donc on perd pas de temps pour le patient. Le souci, c'est que des fois, les infos, en fait, elles n'arrivent pas. C'est hyper dur le partage de données entre hôpitaux, c'est juste une galère pas possible. Et donc, en fait, on se retrouve avec des dossiers qui sont en stand-by, qui attendent des infos. Et là, typiquement, on peut considérer ça comme un manque de fluidité, puisque le dossier s'est arrêté, il est là, il attend. Et le problème, c'est que le workflow qui a été choisi, il y a une date de fin. Le patient, si on lui a dit au premier rendez-vous, où on lui a annoncé qu'il allait avoir de la radiothérapie, que ça allait prendre du temps de préparation, on lui dit « mais on vous a calé un premier début de traitement, le temps ». Et si on attend les données, en fait, il va falloir rappeler le patient et lui dire « ah non, votre traitement, il va pas commencer à ce moment-là ». Et ça, c'est juste la pire des situations pour les professionnels. Et ça arrive souvent. Des gros problèmes de communication, en fait, que tu règles aussi un peu. J'aimerais bien. Ça ferait partie de ton but. Ouais. Mais ça, c'est un problème. Le partage de données patients, c'est une galère. Okay. C'est un vrai problème et c'est super compliqué parce que qu'est-ce qu'on transmet ou pas, à qui, comment on protège les patients. Et il y a un autre truc, c'est que la technologie en radiothérapie, elle évolue hyper rapidement. Et donc, en fait, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais en ce moment, typiquement, les organisations qui essaient de se mettre en place pour faire face à ces nouvelles machines de traitement, à ces nouvelles techniques de traitement, le temps qu'elles se mettent en place, il y a une nouvelle machine qui est arrivée, une nouvelle technique, un nouveau logiciel. Et en fait, ils sont tout le temps en train de courir après ces innovations. Et donc, ce qui est génial, c'est que malgré tout ça, ils arrivent à traiter les patients en sûreté. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de patients surirradiés ou qui déclenchent des complications pas possibles derrière. C'est que les professionnels, c'est plutôt rassurant quand même. C'est génial, mais quand on voit face à quoi toutes ces personnes font face au quotidien, on se dit mais quand même c'est fou. Et c'est ça qui est aussi intéressant à montrer, c'est comment ces personnes, elles arrivent malgré toutes ces difficultés à les surpasser. Et c'est là que le collectif de travail, l'activité collective, elle est super déterminante en fait. Comment ils arrivent à se passer des infos, à faire en sorte qu'il y en ait certaines qui... En fait, c'est un peu comme des verrous à certains moments. Ils vérifient tout le temps, plein de choses. Et donc, des fois, il y a certaines erreurs qui ne peuvent pas passer, en fait, parce qu'ils ont vérifié 15 fois chacun. Et il y a toujours quelqu'un qui se rend compte au bout d'un moment qu'il y a éventuellement un souci. Ouais, ce qui est rassurant, en fait, ce que tu disais. Ouais. Et c'est rassurant, mais du coup, tu essaies quand même que ça soit plus fluide, même si tu n'aimes pas trop ce terme, mais on comprend un petit peu le raisonnement. C'est-à-dire que ce soit plus facile pour ces personnes, en fait, de travailler et de s'adapter peut-être... Ouais. Parce que là, du coup, ça implique qu'ils passent plus d'heures que prévu sur leur travail.
donc de la fatigue, donc peut-être parfois un mauvais traitement, même si tu dis que ça a l'air d'aller. Bah, Des c'est un erreurs risque, potentielles. Ouais, c'est ça, c'est un risque parce que les gens y arrivent, c'est bien, mais à quel coût Ouais. et combien de temps ça va tenir dans certaines conditions, faut voir. J'ai l'impression que ta thèse, c'est un peu un coup de gueule. Mais en fait, Genre, En fait, ça n'était pas prévu, mais en voyant ce qui se passe, t'as fait mais merde. l'ergonomie en général, ce choix de carrière-là, il n'est pas anodin. Et le fait de faire une thèse derrière, c'était j'ai envie d'amener quelque chose. Je sais pas, après, des fois, on se dit c'est peut-être un peu ambitieux, c'est peut-être un peu utopiste, mais en fait, je pense que si on le fait, c'est pour ça aussi. C'est Bah, que il faut. on se dit, mais c'est pas possible de rester dans ces conditions. Moi, je suis révoltée par le monde de la santé. Enfin, je me dis, mais c'est un truc de dingue, quoi. On gère ça, des fois, j'ai l'impression comme une entreprise de boîte de conserve. Je me dis, mais il y a des gens derrière, il y a des humains et on donne du soin. Et en fait, on n'a pas accès enfin, ça me rend folle. C'est vrai, Ça se Tu voit dois pas du tout. tellement kiffé cette période en ce moment-là, du coup. c'est super compliqué. Ouais. 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 Et tu travailles avec quel hôpital, quelle société Parce que je sais que tu étais à Paris, du coup. Ouais, alors je suis à Paris parce que l'IRSN est à Paris. Mon premier terrain, parce que du coup j'en aurai deux, mais celui qui a commencé là, il fait partie de l'Institut Curie. Donc c'est un centre qui a quand même qui est à la pointe de la technologie, des formations, etc. Et donc il est à Saint-Cloud, donc c'est juste à côté de Paris, c'est tout près. Et ton deuxième terrain, c'est où? Eh ben, je sais pas encore. Et j'ai choisi ce terrain-là parce que je m'intéresse donc à tout ce côté organisation. Quel impact l'organisation a sur la fluidité, parce que du coup, c'est une de mes hypothèses que la façon de s'organiser, ça joue. Et eux, ils ont mis en place une organisation assez spécifique enfin, c'est le lean management. Et donc, quand on sait que le lean, à la base, c'était utilisé dans les industries automobiles, etc., et que c'est la chasse aux mauvais gestes, au gain de temps, etc., on se dit, on va transplanter ça sur le monde du soin, ça paraît un peu curieux. Et il y en a déjà qui l'ont mis à l'hôpital, qui ont essayé, etc. Le Fordisme. Ouais. Ben, on revient à des trucs. Bah, après, ce qui se passe, c'est que le lean, il y a des principes de base. Et au final, chacun, des fois, on se rend compte, met un peu ce qu'il veut derrière, il le décline à sa sauce. Et donc là, l'idée, c'était d'aller voir qui est un peu comment ça a été mis en place, pourquoi, et comment apporter une vision complémentaire du travail réel, parce qu'en ergonomie, on s'intéresse à l'activité réelle en train de se faire. On n'est pas sur du qu'est-ce que les gens sont censés faire, quelle est la prescription. On va toujours le comparer à, ok, réellement, concrètement, qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui pose problème. Et du coup, c'est hyper, c'est un peu horrible, je sais pas comment le dire, mais quand il y a un problème, on est hyper content. On se dit, ah, là, il y a un truc à faire là. Ouais. Bah oui, mais en même temps, t'es là pour régler les problèmes, donc c'est sûr. On aimerait bien. Est-ce que le manque de personnel, ça rentre aussi en compte dans ton étude actuellement? Ben, il y a moyen. Je sais pas trop où ça va aller, mais là, typiquement, mon terrain, avec donc déjà, en fait, il y a des gros sous-effectifs en manipulateur, en électroradiologie médicale, de base. Gros big up à ma mère Sur Paris. qui en sort. Ouais, c'est très compliqué. Donc déjà, de base, ils sont en sous-effectif. Et là, avec le Covid, déjà, bon, à la base, les gens, Paris, ça commençait à les saouler un peu, mais ils en peuvent plus. Et donc, dernièrement, il y a eu 5 démissions, je crois, un truc comme ça, dans le service. Enfin, il y a une espèce d'hécatombe d'un coup. Et donc, moi, ça me rend du coup le terrain super compliqué d'accès, encore plus qu'avant. Et eux, ils sont obligés de s'ajuster. Donc, il y a des plages horaires qui vont bouger. Avant, ils traitaient jusqu'à une certaine heure. Maintenant, ils traitent moins. Ils ont réduit la plage. Mais ça, c'est des négociations qu'il faut avoir avec l'encadrement, avec les dirigeants. Et si jamais les dirigeants ont décidé de dire non, on doit continuer de traiter parce que ça rapporte de l'argent, faut pas se mentir, et il faut continuer. Donc, là, je sais que cet établissement-là, ils ont réussi à s'arranger, mais il y en a d'autres où c'est peut-être encore plus compliqué, quoi. Il y a un problème dont m'a parlé ma mère là récemment, parce que du coup, elle est à la retraite, mais elle refait 2-3 piges de temps en temps en tant que manip radio. En hôpital, et elle me disait en fait le souci qu'on a, c'est comme tu dis, genre il y a plein de gens qui partent de Paris alors qu'il y a des postes assez alléchants, tu vois, genre assez bien payés et tout ça, mais les gens n'en veulent plus. Et l'autre souci qu'il y a aussi, c'est que du coup par contre les postes qui sont proposés dans les villes ou dans les campagnes sont genre 2 à 3 fois moins bien payés qu'un poste à Paris. Et donc du coup on se retrouve vraiment avec un manque de personnel et des gens qui ne veulent pas bosser à Paris parce que c'est insoutenable, mais qui peuvent pas bosser en campagne parce que c'est sous-payé, quoi. Ouais.
C'est pour ça que je me suis dit que peut-être que le manque d'effectifs aussi, ça pouvait jouer en ce moment. Oui. Et qu'il y a vraiment aussi cet effet du coup qui est dégueulasse, mais que malheureusement on a retrouvé aussi en droit de ce que nous disait Robin la dernière fois. Faut envoyer de ça de manière un peu, peut-être un peu de manière mécanique, mais c'est comme ça que ça se fait un peu partout, quoi. Et puis c'est dur parce que la population à traiter, elle augmente en fait. Ouais. Le cancer, il est en train de, ça diminue pas l'incidence. Bien au contraire. La population augmente, donc Bien théoriquement. sûr. Oui. T'as eu des cours de radiothérapie, de biologie ou pas du tout Par par rapport à ton sujet, ou tu te formes un peu sur le tas? Alors à la base, je suis ergothérapeute, donc j'ai pas mal de notions dans le médical, parce que c'est une discipline paramédicale. Donc ça m'a bien aidé à m'intégrer et à comprendre plus rapidement que si je venais d'un autre milieu, je pense. T'as fait un master d'ergothérapie? Alors c'est une licence, l'ergothérapie, et derrière j'ai fait un master en ergonomie. Ok. Ouais. On peut expliquer la différence entre les deux? C'est pour ça qu'en général j'en parle pas tout de suite, parce qu'après je perds tout le monde. Ouais, c'est bien que t'en parles maintenant du coup. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même un petit lien. Ergo. C'est que et donc là, c'est l'activité. Ok. Et en fait, l'ergothérapie va s'intéresser plutôt à l'aspect médical et donc permettre aux personnes en situation de handicap de retrouver un maximum d'autonomie et d'indépendance au quotidien. Et donc, on va être vraiment sur un travail en complémentarité avec le kiné, par exemple, qui va être sur plutôt des aspects très fonctionnels, voir par rapport à une norme si la personne elle arrive à faire tel ou tel geste, etc. Enfin, mouvement plutôt. Et l'ergothérapie va être plus sur le mouvement dans une activité concrète. Genre, est-ce que pour toi c'est important de faire du café? Est-ce que tu arrives à refaire du café? C'est l'ergonomie, ça, du coup? Non, c'est l'ergothérapie. Ah ouais. L'ergonomie, c'est vraiment plus le monde du travail. Ah ok, d'accord. On n'est pas du tout dans le médical. Ah, ok, d'accord. Et c'est l'activité de travail. L'autre, c'est l'activité de vie quotidienne, de vie, ouais. Ok. chez soi, ce qui est important pour soi. Et donc, ça peut être très bien du physique, une atteinte physique qui nous permet plus, je sais pas, une amputation, comment on réapprend à faire à manger ou à refaire des gestes qui sont importants pour nous. Et l'ergonomie, c'est vraiment plus axé sur le monde du travail. Ok, bon, mais du coup, c'est assez clair en fait. J'ai cru que tu allais nous perdre, mais en fait, ça va. Attends, moi je suis en train de m'embrouiller, mais moi, dès qu'il y a deux solutions, je m'embrouille. Donc, il y a deux mots qui sont presque pareils. Et ouais, en plus, ils sont presque pareils, ces bâtards, donc ça m'embrouille. T'as dit que du coup, l'ergothérapie, c'est le travail plus médical chez soi, dans les conditions plus de vie, en fait. De vie, quoi. Et l'ergonomie, c'est le monde du travail. Ouais, en fait, c'est activité. En fait, tu prends activité parce que tu as ergo sur les deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est activité de vie, en fait, et activité de vie quotidienne d'un côté pour l'ergothérapie. C'est la thérapie, du coup, qui te rappelle un peu l'univers du médical. Ouais. Donc plus la vie, quoi. Voilà. Et l'autre, l'ergonomie, c'est vraiment plus l'activité de travail. Ok, ouais. Et du coup, tu sépares le travail et la vie. C'est fou, hein? C'est incroyable, ça. Mais est-ce que ta thèse, c'est ta vie? Oh là là, quelle transition. Une vraie question. C'est peut-être belle transition. un début. Un début de ma vie. Ouais, non, comment tu vis un peu ta thèse, malgré du coup quelques difficultés là, ces derniers temps? J'adore mon sujet, vraiment. Ouais. Je trouve ça passionnant et comme je disais tout à l'heure, j'espère vraiment pouvoir apporter quelque chose. Moi, si je fais une thèse, c'est pour qu'elle ait une utilité. C'est pas juste un kiff perso. C'est vraiment que... Un kiff. Déjà, ta thèse n'est pas une thèse comment on avait dit qu'on les différenciait déjà? Il y a un vrai problème auquel tu cherches une solution. Ouais. C'est pas une thèse où tu fais un état des lieux. Enfin, voilà. tu fais quand même un état des lieux, non? Oui. Il y a beaucoup de... Attends, on digresse directement. Vas-y. Bon. Il y a beaucoup d'articles qui sont déjà sortis en ergonomie ou très peu. Tu dis c'est une matière jeune. Tu as beaucoup de bibliographies, des trucs comme ça? Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ok. Oui, il y a de quoi faire. Plus dans les pays anglo-saxons, peut-être ou... Non, c'est qu'on a deux visions, en fait. Ah, ok. Ouais. Et il y a l'ergonomie de langue française, et puis... Et puis l'ergonomie. Et est-ce que c'est pareil? Enfin, je ne sais pas si tu t'es intéressé déjà à ça ou pas. Est-ce qu'il y a de l'ergonomie ou de l'ergothérapie un peu différente du coup dans les pays orientaux? Orientaux, je sais pas. Je sais pas trop. Tu penses à l'Asie? Ouais. Parce quand on parle de médecine ou de thérapie ou de trucs comme ça, dès qu'on passe du côté Asie, médecine traditionnelle asiatique, tout ça, on est plus sur des trucs vachement différents de l'Occident. Ouais. Du coup, je voulais peut-être savoir, en ergothérapie ou en ergonomie, ça doit être... J'ai pas de connaissances. Pas de connaissances encore? Okay. Non.
Chez les Suédois aussi, c'est très dans les pays scandinaves, c'est très carré, très rangé. Tu vois, genre par rapport au. Je crois que tu allais parler des meubles. Mais il y a un peu de ça aussi, tu vois, genre c'est genre quand on parle d'ergothérapie. Arrêtez avec les fauteuils Arrêtez avec vos sièges là. Déjà qu'elle est en Je train me de tiens droit s'énerver. si je veux déjà. Déjà, elle est en train de s'énerver sur son propre sujet de thèse. Non, mais tu vois, genre, j'ai l'impression que déjà, rien que dans le mode de vie, quand tu vois, par exemple, quand tu compares un intérieur scandinave et un intérieur plus traditionnel français, genre le scandinave, c'est ultra propre, ultra lisse, il y a minimum de meubles, machin. Moi, tu vas chez WAM. Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, tu vois, genre, la vision qu'on a par exemple en France, c'est quand même beaucoup plus bordélique, tu vois. Donc peut-être aussi que ça joue dans le. Ouais, c'est marrant que tu dises ça. Ah, Parce que du coup, on va reboucler. mais je suis très Ah, drôle. vas-y. Il y a, J'ai vu. Bah, attends, je te fais juste une parenthèse. J'ai eu beaucoup envie de faire des blagues sur Ikea, mais j'ai rien qui est venu. Non, mais t'inquiète, c'est Ah, pas grave. C'est dommage. Donc, Peut-être qu'ils vont sortir un siège ergonomique. Ikea. Je croyais que t'as fait des guillemets et je croyais que c'était genre le nom ergonomique avec Un petit cas. un petit K derrière. Il y a Et un truc haut à barré. prendre là. Oh putain. Il y a un créneau. Du coup, tu rebouclais avec les pays scandinaves. Ouais, en fait, la personne qui a voulu mettre en place, enfin qui a lancé cette initiative Lean Management sur mon premier terrain, Mhm. c'est un Scandinave D'accord. Ok. qui avait été formé à ça, qui a fait un espèce d'état des lieux, puis après un benchmark aussi sur site. Il s'est rendu compte que effectivement les soins ont été dispensés de manière sûre et efficace. En revanche, il avait une impression de tout le monde qui s'agite dans tous les sens et qui perd un peu du temps alors qu'il y a des moyens d'optimiser. Et effectivement, il y a plein de choses qui ont été faites et je pense qui aident au quotidien les professionnels. Mais Ok. Comme quoi, je dis pas que des conneries. J'ai jamais dit ça. Moi non plus. Moi, il y a un truc qui m'avait un peu frappé quand on avait discuté les premières fois, là, quand on s'est rencontrés. C'est qu'en discutant avec toi et tout, on a compris et on a appris que, en fait, ce qui est intéressant avec ton sujet de thèse, avec l'ergonomie, c'est que, enfin, surtout dans le domaine du médical, c'est qu'en fait, tu travailles indirectement sur la santé des patients. Et ça, je trouve ça fou. C'est-à-dire que, en fait, fou, c'est super bien, en fait. Ouais. C'est que, en gros, tu vas travailler pour le bien-être au travail, entre guillemets, hein, bien-être, l'activité au travail des professionnels. Donc, tu vas un peu arranger, on espère, c'est ton objectif, le travail des personnels de santé, et qui, après, à terme, ça arrangera aussi, du coup, les patients, le traitement, la vitesse et tout. Et du coup, je trouvais ça vraiment cool. Bah, c'est Voilà. c'est ce qui m'a décidé parce qu'en fait, je savais pas trop si j'allais faire une thèse quand j'étais en master. Ça me tentait bien. Au début, je pensais que j'étais trop vieille. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. J'avais des espèces d'a priori Trop sur la vieille. thèse. Mais on n'est jamais trop vieux pour une Mais thèse. c'est vrai, t'as des gens qui commencent des thèses, ils ont 40-50 ans. Ouais, mais je sais pas. En fait, j'avais une espèce d'idéal du thésard. Genre, il faut être assez jeune, il faut être super intelligent, il faut. Enfin, plein de trucs comme parce ça. que je fais une thèse. Bon, je l'ai déjà dit ça, mais faut juste être motivé en fait. Bah ouais, c'est ça. Et je savais pas que ça pouvait être ouvert à n'importe qui, entre guillemets. Et donc, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser après un congrès où, justement, en ergonomie, où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait besoin de thésards pour faire avancer la discipline, que vraiment, les gens nous disaient vraiment, on en a besoin. Et je me suis dit, bah, en fait, peut-être c'est faisable. Et entre-temps, il y a un de mes encadrants qui a reçu une offre, justement, de thèse de ce labo de recherche de l'IRSN. Et qui m'a dit, ben là, il y a un sujet de thèse, il était au courant que potentiellement ça m'intéressait, mais je savais pas encore si j'allais en faire une ou pas. Et quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, mais c'est génial, parce que je suis partie sur l'ergonomie, mais au fond, à la base, je suis formée au métier de la santé, et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et là, quand j'ai vu que je pouvais faire de l'ergonomie, mais dans le médical, Appliqué au fait, milieu médical. mais Parfait. je me suis dit, mais en fait, c'est pour moi, c'est incroyable. Et voilà, du coup, ça intéresse pas n'importe qui. C'est juste que toi, t'étais passionné et obstiné par ce sujet. Et vu comment t'en parles et comment ça a l'air de te révolter, on sent que c'est fait pour toi en fait. Je sais pas, mais ouais, je m'éclate. Franchement, je Bah, suis trop hyper bien. contente de travailler là-dessus. Et tu parlais du labo qui a proposé ce sujet de recherche. C'est une thèse financée ou c'est... Ouais, du coup, l'IRSN finance, je vais pas dire de bêtises, mais je dirais environ une 40aine de thèses par an. Donc c'est un gros... Ah ouais, c'est pas mal. il y a beaucoup de thésards. D'ailleurs, on a fait des journées des thèses il y a pas très longtemps. Là, on a pu tous se rencontrer. Alors normalement, Bah, tu c'est nous les une enverras. semaine balisée. Alors du coup, ouais, là, ça tourne autour du nucléaire, forcément, c'est le point de commande de tout le monde. Mais il y a de tout, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue aussi. C'est hyper intéressant.
Alors moi, j'ai pas tout compris, parce que du coup, c'est des trucs des fois tellement techniques, il faut expliquer avec des mots simples, on se dit oui. Ouais, et puis le nucléaire, si tu pousses un peu, ça devient très vite technique. Hein, Oui. Pire que la neuroscience. Non. Il y en a qui étudient quel type de béton on peut utiliser pour quand on enferme les déchets. Enfin, il y avait plein de choses. Ah oui, d'accord, complètement éloigné de ton sujet. Enfin, Ouais, avec un point commun. Mais... Ouais. Étudier aussi les sédiments qu'il y a dans certains lacs parce qu'ils ont une manière de réagir. Enfin, je sais même plus. Mais enfin, c'est un truc de fou. C'est hyper intéressant. Il y avait un super documentaire, j'essaierai de vous le retrouver, sinon je couperai ce passage. Où c'était justement, voilà, tu parlais des bétons qu'on utilise pour enfermer les déchets. Ouais. Un déchet nucléaire, je sais plus combien de temps ça met, mais je crois que c'est un truc genre comme 10 000 ans à se détruire. Et du coup, il se disait, il faut qu'on arrive à faire aussi un message sur la porte pour que les gens n'ouvrent pas cette porte. Ouais. Mais on n'a aucune certitude que dans 10 000 ans, nos langages existeront encore. Bah ouais. Donc il faut qu'on trouve un langage universel qui peut être compris dans 10 000 ans. C'est fou. Hein. Ça a l'air fascinant. C'est tout un truc qu'il y a justement, je crois, soit dans les pays scandinaves, soit dans les Nord, pays du nord de l'Europe, là, Lituanie et tout ça. Je sais plus, c'est vers ici, je crois que ça se fait. Et ça a l'air ultra intéressant aussi. J'essaierai de vous retrouver ce documentaire qui était incroyable. Bah, sinon, t'as du montage à faire. Sinon, j'ai du montage. De toute façon, j'ai déjà du montage à faire. Oui. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ? Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse ? Ah, moi, je peux deviner, parce que je crois savoir. Ah, vas-y. Est-ce que tu aimes le rugby ? J'aime le rugby, mais c'est plus ma sœur qui pratique que moi. Okay. Moi, je faisais ça quand j'étais... J'en ai jamais fait en club. J'explique la private joke. C'est parce que Oui, je veux bien savoir. son passage de ma thèse en 180 secondes, parce qu'on reçoit quasiment que des gens qui ont fait ma thèse en 180 secondes pour le moment, c'était un parallèle avec le rugby. Je trouvais ça hyper bien expliqué pour le coup. Ah ouais ? Ouais, non, vraiment. J'ai tellement cherché, je me suis dit comment est-ce qu'on peut rendre ça imagé et tout. Et d'un coup, je sais pas pourquoi j'ai pensé au rugby, je me suis dit mais attends, mais ça peut marcher. Alors, j'étais là en train de discuter avec ma sœur, je fais vas-y, redis-moi toutes les règles du rugby. Et je revoyais si ça pouvait le faire. En fait, l'idée c'était de remplacer le dossier patient qui passe de main en main à chaque professionnel très spécifique par le ballon et donc avancer jusqu'à marquer l'essai. Marquer l'essai, c'est donner le traitement. Mais je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'au rugby, alors dans d'autres sports c'est le cas aussi, mais au rugby c'est vachement plus représentatif du fait que les joueurs sont tous au même niveau, mais ils ont tous vraiment un poste ultra spécifique. Bon, t'as 2 joueurs qui ont le même poste souvent, mais c'est ultra spécifique et je trouve que l'analogie avec le rugby et justement l'ergonomie, ton sujet était hyper bien trouvé. Ça marche bien, ouais. J'essaierai de retourner voir du coup pour avoir la blague. Et donc, ce que tu fais à côté du coup je cours pas mal pour le sport et plein de sports, c'est ce qui fait du bien. Après, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais sinon, j'aime bien dessiner, peindre, lire, écouter de la musique. Ah ouais, t'as quand même plein d'activités. C'est plus méditatif, du coup, tes activités à côté, quoi. C'est vrai. C'est cool. La création. Et t'as besoin, des fois, de sortir de ta thèse un peu avec ces activités ou t'aimes bien rester tout le temps plongé dedans ? Non, j'ai besoin d'en sortir. Ouais. Et mon copain, il y veille très fortement. Ah ouais. On le salue. C'est bon, là. Exactement. Alors, je t'attends pour jouer à la Switch depuis 3 heures. Tu viens maintenant. T'as fini de réfléchir ? Ouais, non, il y fait attention, c'est trop mignon. Je pense qu'il se dit que si je veux tenir sur le long terme, il faut pas. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est important. Et c'est complètement vrai. Donc, j'essaie vraiment au maximum de couper les week-ends. Et c'est vrai que parce que du coup, je suis en télétravail. Ça, c'est un peu terrible. Ça. Et ouais, là, en fait, on a vite fait d'être tout le temps à checker des mails, à machin. Ton ordi est juste en veille, t'appuies sur une touche, hop, il s'allume. Il y a plus vraiment de week-end en télétravail, en vrai. C'est un truc de fou. Non, vas-y, je laisse. Attends, moi j'ai rien, puis j'ai le temps, on peut parler. Je peux faire la réflexion que par exemple, on a mis beaucoup de mots en guillemets dans ce podcast. Ah oui, c'est vrai. On fait beaucoup de guillemets avec les doigts. Et tout à l'heure, on dit, alors c'est pas vraiment ce mot, mais alors on va dire ce mot. Je pense que je mettrai un petit compteur de guillemets. Je vous le donnerai à la fin du podcast. Faudrait en filmer un jour peut-être. Ça peut être marrant. Du live. Ah oui, du live. Ça va arriver. Ah si, je sais. Du coup, ton sujet de thèse, il venait de ton master, mais ça fait longtemps, même avant tes études, que tu voulais faire de l'ergothérapie ou de l'ergonomie. C'est quelque chose qui te passionne, entre guillemets, depuis longtemps ou... Alors, les métiers de la santé, oui. Et c'est en ergothérapie, pendant ma formation, qu'on a eu un module ergonomie, justement, qui parlait d'accessibilité des bâtiments. On a été beaucoup sensibilisés à ça. En tout cas, moi, c'est quasiment ce que j'ai retenu. Et en fait, à la fin de la formation en ergothérapie, j'étais un peu genre sur ma faim. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était la psychologie et la psychiatrie.
Sauf que, bon, on va pas se mentir, c'est des métiers où il n'y a pas beaucoup d'évolution de carrière, où je me disais, on est formé un peu à tout, vite fait, mais après, c'est sur le terrain, surtout que tu fais ton expérience. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, en fait. Et donc, j'y réfléchissais, et il y avait ce module d'ergonomie qui me trottait dans la tête, parce que c'est on en avait parlé pendant un module de formation Maths dans 180 secondes, c'est que, en gros, t'es super fier quand t'as un patient qui, je sais pas, a fait un AVC, qui se retrouve en fauteuil roulant. Donc, cognitivement et physiquement, des fois, il y a des atteintes qui sont plus ou moins compliquées à récupérer. Et quand t'as réussi à tout récupérer, que tu vas sur le logement, que tu réaménages vite fait 2-3 meubles, tu dis, OK, ça passe avec le fauteuil, il arrive à se débrouiller tout seul pour faire sa liste de courses, il arrive à se débrouiller tout seul pour faire ses activités de vie quotidienne, c'est bon, nickel. T'essaies de sortir de l'immeuble et en fait, tu te rends compte que il peut pas sortir de l'immeuble parce que la porte est trop lourde et le bouton pour ouvrir la porte est trop loin de la porte. Juste ça. Donc, il va être dépendant d'une tierce personne, ton patient. Juste pour sortir. Non, mais tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Et ça, c'est hyper énervant, clairement. Et sauf que, en fait, tu te rends compte que quand tu vois... vraiment vénère, en fait. Ouais. Mais oui, tu te Vous dis, la voyez mais pas, mais elle est vraiment vénère. un truc si insignifiant, une porte. Ouais, Et ça embête tellement de monde parce que ça embête cette personne dans son fauteuil roulant, mais ça va aussi embêter une maman avec une poussette. Toi, avec tes grosses courses dans tes sacs cabas, là, quand tu t'en sors plus, t'as plus de main de libre et tout, tu galères aussi. Et en fait, ça embête tout le monde et personne ne fait rien. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. Du coup, au fur et à mesure, c'est hyper frustrant parce que tu travailles tellement dur avec tes patients, ils sont tellement fiers de retourner chez eux. Et là, tu te dis, il va falloir faire une demande pour quelqu'un. Ça me pose une question qu'on t'a pas posée, du coup, comment tu vis ta vie avec ton métier, du coup? Ouais, est-ce que tu passes ton temps à regarder les trucs, à faire mais putain, mais ça c'est pas pratique en fait ou à regarder les gens comment ils sont assis. Ouais, ou à regarder les gens. Je crois que non, c'est pas toi qui m'as fait la réflexion la dernière fois. Non, c'était pas toi. Non, parce qu'après, on a tous nos besoins physiologiques. Moi, je sais que je gigote tout le temps. J'ai besoin de bouger pour être bien. Il y en a qui... Typiquement, mon copain, des fois, il est statique pendant un temps assez long. Je me dis, caméléon. C'est incroyable. Comment il fait? Et moi, il me dit, arrête de bouger. C'est incroyable, enfin. C'est incroyable. Et moi, je gigote. Alors, ça énerve un peu. Il dit, doucement. Mais en fait, on est tous différents. Donc, tu vois, si... Après, c'est vrai qu'il y a des postures qu'il faut pas trop prendre non plus parce que tu flingues ta santé. Mais bon, du coup, j'ai divergé complètement là. C'était quoi, mais c'est pas grave. Hein. Non, on était sur autre chose. C'est plus comment tu. Alors, moi, je cherche plus à savoir comment tu vivais dans la vie de tous les jours. Alors, j'avoue que tu as quand même le regard un peu. Tu as ton filtre, hein, donc fameuse déformation professionnelle. Donc, dès que je croise un fauteuil roulant, je peux pas m'empêcher de regarder et de dire ça c'est mal réglé, ça c'est mal réglé, ça c'est mal réglé. Pour être quand même mieux. Dans la rue. Alors, je sais pas, je vais vous aider parce que là, ça va juste. Bon, alors il y a ça, il y a les questions d'accessibilité, et forcément ça te saute aux yeux. Et après, avec la thèse, typiquement, il y a toujours des moments et ton entourage a tendance à te le reprocher un peu. Et, je vois et très bien le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi que c'est pas du 9h-17h. En fait, tu vis ta thèse pendant au moins 3 ans et tu vis, tu respires, tu peux pas t'empêcher. Poser la question de la durée. Et donc du coup, il y a des fois où je trouve des analogies avec des trucs qui n'ont rien à voir à la base de quelqu'un qui raconte quelque chose et je me dis mais c'est exactement comme sur mon terrain de thèse. Et donc du coup là j'en parle un peu et ça marche vraiment hein. Mais en fait c'est juste qu'il y a un moment donné je pense que les gens en ont marre quoi. Non mais je comprends complètement, c'est comme ne jamais regarder la télé avec moi, hein. Je pète les plombs à chaque fois qu'il y a une pub, un JT, un machin, et que je suis en mode et ça c'est cadré avec le cul et les blancs ils sont éclatés. Le cinéma ça va parce que le cinéma j'ai toujours le côté en mode il y a peut-être une envie, un truc. Devant un film tu te tais. Devant un film je me tais tu vois, mais par contre devant la télé je te jure les séries télé françaises au secours. Au secours quoi. La durée de ta thèse en ergonomie du coup c'est 3 ans tu disais. Ouais. Mais théoriquement 3 ans. Ou pas? Parce en sciences humaines et sociales, on t'a toujours dit que c'était au moins 4-5 ans. Quoi. Voilà. Toi aussi? Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. En ergonomie, on dit il y a le prescrit et il y a le réel. Donc... Sympa pour les gars qui suivent une thérapie, du coup. Ah, j'avoue. Vous en avez pour 2 ans, en théorie. En théorie. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'en sciences humaines... Je pense que comme ça coûte de l'argent, forcément, à un moment donné, on a envie de réduire la durée pour avoir plus de thèses, avoir un financement plus... Bon. Mais le souci, c'est que, oui, quand tu arrives en thèse, on te dit « Ah oui, 3 ans, en rigolant avec un petit sourire, et tu fais quoi 3 ans, il y a un problème ?» Non, mais en fait, les gens qui le font à 3 ans, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Ah ouais. C'est assez rare. Et alors là, avec le Covid, moi, j'ai déjà pris 6 mois dans la vue.
Oui, t'as fait une demande, non? Ouais. Et ça, c'est cool parce que l'IRSN, du coup, a tout de suite demandé quels étaient les impacts, nos prévisions, et nous ont demandé si on avait besoin d'un prolongement, et je crois pas qu'ils aient refusé une seule demande. En fait. Oui, c'est normal. Enfin, surtout dans le milieu de la santé. Ah, bah, Puis, ils auraient pu dire non. Hein. Fallait se dépêcher. J'ai quand même trouvé le moyen de me débrouiller autrement, mais ça change complètement des données, quoi. En fait, c'était le début de mes entretiens exploratoires, donc j'allais sur différents instituts. Et j'interrogeais différentes personnes sur justement où commence et où termine la préparation. Pour vous, la fluidité, ça vous parle ou pas, des choses comme ça. Et donc j'avais beaucoup de professionnels à voir et beaucoup de terrain. Et en fait, quand tu vas sur le terrain, ce qui est génial, c'est que t'as pas que l'entretien avec la personne. Tu peux te balader dans le service, ils te font visiter, tu rencontres des personnes. T'en as certaines qui en profitent pour échanger 2-3 mots avec toi. Et donc, c'est complètement différent de... on est en confinement, on va se caler un rendez-vous, on n'a qu'1 heure pour discuter. À l'heure pile, il faut que ça s'arrête. Et puis de toute façon, les gens sont débordés, donc ils pensent à d'autres trucs en même temps parce que c'était le premier confinement, c'était la cata. Les gens étaient complètement overbookés. Bon. Et donc ton recueil de données, pas du tout le même en fait. C'est complètement différent. Et donc oui, bon, il y a eu plein d'autres trucs après aussi, mais il y a eu cette chose-là en l'occurrence, pour exemple, qui a fait que ça m'a fait prendre un retard quand même. Assez considérable. Et là, l'accès au terrain, c'est assez compliqué aussi parce qu'il faut caler des moments et il faut qu'on ne soit pas trop nombreux parce qu'il y a le Covid. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'autres stagiaires quand j'y suis. Donc c'est des rendez-vous, en fait. Et donc, c'est pas, je ne peux pas y aller n'importe quand et rester autant que je veux. Donc, c'est pas simple. Pas simple. Mais bon, ça se fait. Mais globalement, ça a l'air de bien se passer, non? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. T'as envie de tuer tout le monde, mais ça va. Un peu énervé. Un peu énervé. Je ne dirai rien. Non, j'espère vraiment qu'on peut essayer d'améliorer les choses, quoi. Alors, on espère pour toi aussi. Bah, de ouf. Ouais, on espère surtout qu'après ta thèse, tu pourras aussi travailler dans ce genre de domaine pour continuer à faire avancer les choses. Ouais, Parce que cool. t'as pas que tu dis ça serait bien que j'y arrive pendant ma thèse, mais si tu y arrives un peu pendant ta thèse et que tu continues après dans ça, c'est génial aussi. Bah, si ça peut me permettre d'ouvrir d'une porte ou de mettre un pied dans la porte ou je sais pas quoi, là, hop, Défoncer cette porte-là. Mais voilà. Non, mais ouais, on espère. Ouais. T'as envie de partager après tout ça, genre de donner des cours ou J'adore ça. Mais Ouais. tu donnes déjà des cours. Enfin, Ouais. si, c'est ça, tu donnes Ouais. des cours. Tout à l'heure, tu me disais que tu donnais. En physiologie du travail pour les Master 1. Après, je me suis pas trop. Je voulais en donner plus et je me suis rendu compte que, en discutant avec mes encadrants, qui au passage sont une sacrée donnée de la réussite, je pense, pour une thèse, je me suis rendu compte que bon, ça pouvait à la limite attendre après la thèse si jamais j'en faisais pas beaucoup pendant ma thèse, c'était pas très très grave non plus, parce que j'ai quand même envie d'être maître de conf après. Bon, faut viser un truc, alors je vise celui-là, on verra bien si je change d'avis d'ici là, mais du coup, il faut donner un certain nombre d'heures de cours, il faut publier pas mal, et mine de rien, ça fait beaucoup de taf en plus. Et des fois, les propositions pour donner des cours, en fait, elles arrivent un peu tard. Et on a envie de dire oui, parce que c'est génial, sauf qu'on n'aura jamais le temps de préparer tout correctement et c'est pas convenable. Mais j'adore ça. Je trouve ça génial de pouvoir discuter avec des étudiants et puis je trouve que ça permet de se remettre en question tout le temps. Et de prendre du recul aussi beaucoup ouais. par rapport à son travail de thèse. Ouais, carrément. Surtout à ce niveau-là, si tu parles de master ou de Ouais, c'est ça. fin de licence, début de master. Des gens qui sont intéressés et intéressants. Ouais. Enfin, je dis pas que les licences sont pas intéressants, mais disons sur la Même masse sur la de remise gens. en question, en tout cas. Ouais, mais sur la masse de gens qu'il y a en licence, t'as des gens qui sont là pas forcément pour les mêmes choses qui t'intéressent, alors qu'en master, ça commence à se préciser un peu plus. C'est ça. C'est là où ça devient aussi intéressant. Puis ça s'ouvre peut-être plus aussi à la recherche et au questionnement, Ouais. là où des fois, quand tu es en début de licence, tu es juste en mode non, mais moi je viens pour mon diplôme, pour faire Ouais, c'est tel truc. Voilà. Donc en vrai. Voilà, pour le master de Bordeaux, ils sont pas du tout orientés recherche pour le coup. Ouais. Mais du coup, on a mis en place un. Faut que j'arrête de dire du coup, je suis en train de me rappeler. Oh, mais- t'inquiète. C'est faire du coup. On le dit tout le temps. On le dit On tout le l'a fait temps, remarquer. on l'a fait C'est un outil remarquer. J'arrive même pas à ne pas le dire. Donc, C'est dingue. Hein. Bon, toi, tu dis OK. Ouais. Du coup. le OK tout le temps. C'est parce que quand je sais pas relancer, je dis OK. Et donc, Du coup. C'est la fameuse relance. Non, mais du coup, ils sont pas très orientés recherche. Mais on essaie quand même juste de dire au moins aux étudiants, parce qu'ils sont pas venus pour ça. Hein. À la base, ils sont venus pour être ergonomes et consultants, pourquoi pas. Et
Et en fait, on essaie de leur montrer que ça existe, que si jamais ils en ont envie, c'est pas impossible, et qu'ils sachent qu'on est là, nous, si jamais ils ont besoin d'en discuter, parce que quand je me suis lancée là-dedans, il y a eu une pénurie de thésards dans le labo du master, là. Et en fait, j'ai pas pu en discuter avec qui que ce soit, j'avais pas en tête de référent, je savais pas à qui en parler. Et en fait, je me suis lancée là-dedans en mode, tu vois, le grand plongeon, là, bon, allez, c'est parti. Et ça m'a quand même vachement manqué parce que j'ai découvert des trucs, si je les avais su avant, franchement, ça m'aurait aidé, quoi. Ça m'aurait fait gagner du temps. Ouais. Mais là, du Donc, coup, c'est c'est ton dommage. rôle un peu maintenant pour les masters. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Même quand je suis passée de l'ergothérapie à l'ergonomie, il y avait pas... Il y a personne qui m'a vraiment encouragée à part ma famille. Et du coup, c'est compliqué d'avoir les infos, de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, à qui je peux en parler. Et donc, je me suis toujours... j'essaie de donner ce que j'ai pas eu, quoi. Et donc j'ai des fois des étudiants de licence de l'ergothérapie, ils se refilent tous mon numéro, je sais pas. Oui, alors du coup, on a un copain, il se demande pour l'ergonomie, et donc il m'appelle, et je trouve ça trop cool. Ouais, c'est bien. Parce que c'est quelque chose qui me manque. On n'est pas hyper soutenu quand on commence à vouloir avoir un panel un peu plus large. En général, quand on est dans une discipline, on est vachement bien soutenu quand on reste dedans. Et puis quand on commence à vouloir prendre des sentiers un peu plus parallèles, des fois, on est un peu... Ouais, on est surpris. Et franchement, ça fait un peu mal, quoi. C'est dommage. T'as envie d'aider les gens sur qui tu travailles et ceux qui vont travailler avec toi et tout. Non, c'est vraiment trop, trop cool. Bon, est-ce que c'est pas le temps de passer à Tu veux passer à l'interro de Roro? L'interro. L'interro. C'est l'interro de Robin. Donc j'ai venu nous parler d'une thèse en ergonomie, qui est donc du coup la recherche de solutions dans le monde du travail. Et toi, ton cas, enfin ton étude du coup, c'est ça. Pouah, j'arrive pas à parler, c'est fou. Et donc toi, du coup, ton étude se base surtout sur du coup la préparation des traitements en radiothérapie. Et donc du coup, enfin de ce que tu nous disais, c'est que la période de préparation, c'est pas juste en amont du traitement, mais ça peut être aussi un peu après. C'est l'idée d'en gros d'arriver à la stabilité de ce traitement, quoi. Ouais. Ok. C'est juste ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est bien déjà. C'est pas mal. Ouais. Non, j'ai oublié un truc. Bah après, on peut dire que... C'est activité humaine et performance transversale que j'ai pas trop résumé par contre. En fait, c'est tous les gens qui travaillent en radiothérapie, enfin pour le traitement en radiothérapie externe d'un patient donc, atteint d'un cancer. Parce que la radiothérapie externe, c'est pour cibler une tumeur, en fait. Et donc du coup, tous les gens qui travaillent sur le dossier du patient jusqu'au traitement sont au même niveau de compétence, en fait. Ils n'ont pas la même compétence, mais ils sont tous au même niveau. C'est-à-dire, ils vont se passer un dossier, mais avec chacun leurs compétences. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre au niveau hiérarchique, plus ou moins. Ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que y a des médecins d'un côté, il y a des manipulateurs de l'autre. Les manipulateurs, ils sont pas sous la direction des médecins, ils sont sous plutôt, on va dire, la direction du cadre de santé. Et comme c'est les techniciens, les manipulateurs. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des physiciens aussi qui travaillent c'est de la préparer. Ouais, et donc eux, ils sont encore, c'est encore un autre métier, mais qui peut pas être sous la direction du médecin ou au-dessus. Et enfin, c'est des métiers vraiment très très. J'ai pas le mot qui va bien pour qualifier ça. Complémentaire. Ouais, hyper complémentaire. Mais c'est vrai que du coup, il y en a. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, de coordination, de communication qui va faire en sorte qu'on arrive à faire sortir quelque chose de bien. Et après, tu as différencié l'ergothérapie, qui est plutôt axée sur l'activité de vie quotidienne, et l'ergonomie, qui est sur l'activité au travail. Et toi, ton but, c'est en fait de faciliter ou rendre plus fluide, même si tu n'aimes pas ce terme, le travail de toute cette équipe pour, à terme, améliorer le traitement ou la rapidité à l'accessibilité et l'accessibilité au traitement, en fait. Ouais, voilà. C'est pas mal. À deux. Voilà, à deux. Ouais. À deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Moi, j'ai du mal des fois.
De quoi? Avec ta thèse? Bah, savoir comment. Ouais. Quand il y a trop de trucs qui t'énervent dans Comment ta thèse. l'expliquer, c'est pas simple. Est-ce que tu t'énerves dans d'autres trucs dans la vie que sur ta thèse? Ah, je suis assez impulsive quand C'est même. impulsive? Je pense que je suis une fausse calme. Ouais. C'est parce que moi, je pensais que t'étais très calme, et là, quand t'as commencé à parler de ta thèse, j'ai fait oh là. En fait, Pas dire le truc de travers, parce que là, sinon, on va se faire engueuler. C'est le démon, mon pote. je pense que c'est une histoire de passion, en fait. Je pense que c'est ça. Bah, c'est Ouais. ça, ouais. J'ai Bah, ça du se mal voit, à en tout gérer cas. mes émotions. Mais c'est bien. Il Bah, faut- des fois oui, des fois non. Ouais, des fois non, mais bon, faut juste arriver à Ouais. se comprendre sans forcément contrôler ses émotions, c'est bien. Bon, en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, on vous renvoie vers le Discord de Audiomori. C'est du coup une plateforme sur laquelle vous pouvez venir échanger avec les thésards si vous avez des questions pertinentes et où les thésards peuvent nous mettre de la documentation en plus dans un lien dans le channel dédié du coup à Taisez-vous. Je te montrerai du coup après comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Ocha et toutes les autres plateformes de streaming que vous préférez. Si jamais vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour le référencement, si ça vous a plu, à laisser des commentaires, des suggestions. Si vous êtes thésard et que vous voulez venir parler de votre thèse, ben venez, contactez-nous. Si vous êtes. Si vous avez une salle de spectacle ou si Oui, vous êtes aussi. une université, si vous voulez nous inviter À pour faire, qu'on fasse ouais. un live devant vos étudiants ou quoi, avec grand plaisir. Ouais, on aimerait beaucoup faire ça. Je sais pas encore dans quelles conditions on peut faire ça en période de Covid, mais Espérons que Ouais. d'ici la saison 2, on puisse le faire. c'est clair. Si on sait, voilà, si d'ici donc l'année prochaine, soit la rentrée scolaire, soit l'année prochaine, en termes de date, vous êtes intéressés. Nous, c'est un projet qui nous chauffe vachement avec Jean. Donc voilà, faire de la petite vulgarisation, médiation des sciences en live, en amphi, ça nous intéresse. Vous avez les autres podcasts de Audiomori aussi, toujours dans les bons coups et Divine Féminine à écouter. Vous avez le podcast de Jean aussi, qui s'appelle Parlons Sensibilité, que vous pourrez retrouver. Et voilà, ça nous a fait plaisir de discuter encore avec vous. Merci Ouais. beaucoup, Alexandra. Merci C'était Alexandra. super, merci. Allez, à bientôt. À bientôt pour un nouvel épisode. Salut!